Dans la suite de ces atlas historiques de la Terre, de la France et du monde qui ont paru aux éditions des Arènes, Christian Grattalou publie avec l'astrophysicien Pierre Léna un nouvel atlas historique, celui du ciel cette fois, ce bien commun que nous partageons tous, mais que nous voyons de moins en moins. Un atlas d'envergure dans lequel sont tissés observations et sciences, mythes et récits que les hommes n'ont cessé de trouver et de construire au fil du temps. Alors pour nous guider, pour nous accompagner dans ce voyage, deux invités ce soir, évidemment Christian Grattalou, bonsoir. Bonsoir Quentin Lafay. Vous êtes géographe, ancien professeur à l'université Paris 7 et à Sciences Po Paris. Vous êtes spécialiste de géohistoire. Vous êtes le plus historien des géographes et depuis 2019, vous dirigez la collection des atlas historiques aux éditions des Arènes. Avec nous également Pierre Léna. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes astrophysicien, membre de l'Académie des sciences, professeur émérite à l'Observatoire de Paris à l'université Paris Cité également. Et avec la fondation La Main à la Pâte, vous êtes engagé dans la refonte de l'enseignement des sciences à l'école et au collège depuis 30 ans. Merci à tous les deux d'être présents ce soir dans Question du soir. Juste au-dessus de nos têtes, c'est elle, l'étoile Vega. Mais elle est à 24 années-lumière d'ici. Et ça, très exactement, ça veut dire que la lumière que vous voyez a quitté Vega en 1987. Et elle arrive maintenant. Le télescope est pointé sur Jupiter. Jupiter est la plus grande planète de notre système solaire. Quand les étoiles explosent, elles libèrent du plasma et des atomes dans l'espace. Parfois, ça atterrit sur Terre. Ça nourrit le sol. Et ça devient une partie de vous. Alors, tendez la main droite et regardez une étoile. Parce que des atomes venus d'étoiles qui ont explosé il y a très longtemps ont atterri sur cette planète. Et elles sont maintenant dans votre main. Extrait du film super magnifique intitulé Nomadland, film signé Chloé Zhao. Christian Grattalou, ce qui me touche dans cet extrait, c'est sans doute le son de la voix de ces enfants, de ces adolescents derrière qui lèvent la tête vers le ciel et qui tentent de l'observer. Or, le constat, le point de départ de cet atlas que vous faites paraître, c'est sans doute qu'on voit de moins en moins le ciel et en particulier que beaucoup des enfants d'aujourd'hui sont aveugles face à ce ciel. Expliquez-nous pourquoi. Tout simplement parce qu'ils habitent en ville et que les villes sont brillamment éclairées la nuit. Donc, ils voient bien le ciel le jour, mais ils voient un ciel bleu dans lequel il n'y a guère que la lune, éventuellement, surtout le soleil. Mais la nuit, effectivement, c'est très difficile de voir le ciel. À la campagne, dans une région un peu isolée, on peut, mais on en perd l'habitude. Pierre Léna, on Encore connaît... que si nos auditeurs lèvent le nez maintenant, en regardant plutôt vers l'ouest, ils verront Vénus, ils ne peuvent pas ne pas la voir, tellement elle est brillante ce soir. À quel point, justement? Pourquoi dites-vous cela et pourquoi particulièrement ce soir? Eh bien, parce qu'elle est présente dans le ciel ce soir, alors que les planètes se déplacent, donc elle ne le sera plus, en tout cas pas au même endroit dans 3 mois. Et surtout parce que c'est très beau à regarder. C'est éclatant de lumière. Est-ce qu'on connaît bien l'espace, Pierre Léna? Vous faites cette comparaison justement en introduction de l'Atlas. Vous dites qu'on connaît mieux aujourd'hui l'espace, on connaît mieux le ciel que les fonds marins. À quel point c'est vrai? C'est très vrai. C'est-à-dire que nous avons accès à un espace qui a comme profondeur 13 milliards d'années-lumière. Ça fait beaucoup de kilomètres. Les fonds marins, à 6000 mètres sous la surface de la mer, on ne sait pas grand-chose. Donc il y a quand même une différence majeure. Mais ça, la différence, c'est parce que la lumière nous apporte cette information de très loin, en ayant traversé tout l'espace sans pratiquement être perturbé, et que nous pouvons déchiffrer son message. L'autre point de départ de cet atlas, Christian Grattalou, il faut le dire, hein, c'est une inquiétude. Vous écrivez, il y a l'image de la poubelle qui est au-dessus de nos têtes avec tous ces satellites. À quel point, justement, cette inquiétude vous traverse-t-elle aujourd'hui? C'est-à-dire que c'est quelque chose de totalement incontrôlé, sans règles juridiques, sans traités internationaux.
Donc, on multiplie les satellites, en particulier Elon Musk multiplie les grappes de ces petits satellites avec des projets considérables, d'en mettre 40 000, puis 200 000. Enfin, et beaucoup de ces satellites restent dans les orbites basses et donc représentent éventuellement des débris. Il va donc être de plus en plus dangereux, d'ailleurs, d'aller pour un satellite non habité. Ça, c'est encore plus dangereux pour un satellite habité. Donc, il faut vraiment il faut qu'il y ait une régulation. Le modèle, ce serait un peu le traité de l'Antarctique, où on a à la fois démilitarisé, éviter toute colonisation et n'en faire qu'un champ scientifique. Alors, pour l'espace proche, c'est difficile, puisque les satellites sont devenus maintenant des éléments de notre vie quotidienne, ne serait-ce qu'à cause des GPS et des différents modes de communication. Mais effectivement, il est urgent de faire attention. On envoie sur la Lune et même sur Mars. Maintenant, j'irais presque n'importe quoi. Quel est le défi, Christian Grattalou, lorsqu'on est géographe comme vous l'êtes, de prendre le ciel pour objet ? Il y a un défi qui n'en est pas un au départ, parce que l'astrophysicien et le géographe ont en commun de faire des cartes. Donc, carte de la Terre et carte du ciel. Et on a rappelé combien c'était une aventure commune ancienne. Après tout, je dirais presque que notre référence à tous, il y a 1800 ans, c'était Claude Ptolémée, qui a écrit à la fois un livre sur le ciel, l'Almageste, dans sa transcription arabe dont le nom est resté, et puis une géographie. Parce qu'on ne pouvait pas cartographier la Terre sans partir des éléments célestes et réciproquement. Pierre Léna, vous vous sentez proche, vous aussi, des géographes, par le truchement de la cartographie ? Tout à fait, mais beaucoup plus que ça, par le truchement des échelles, depuis la petite échelle de la carte d'une ville jusqu'à la carte de la Terre et la carte du système solaire. Appartient-il à la géographie ou à l'héliographie? Ça peut se discuter, mais cartographier l'espace autour de nous et lui donner une dimension temporelle, ce que font aussi les géographes avec les fuseaux horaires, la place du temps, ce que les navigateurs ont utilisé pour se déplacer à la surface de la Terre, et finalement la même démarche que l'on a aujourd'hui pour aller dans l'espace et pour naviguer aussi bien en orbite basse pour ces satellites de communication par exemple, que pour aller vers la planète Jupiter. L'espace pose des problèmes, mais sans espace, nous n'aurions pas cette connaissance extraordinaire de la Terre que nous avons aujourd'hui. Il n'est pas le Far West qu'un hebdomadaire de grande diffusion qualifie il y a quelques jours. Pourquoi dites-vous cela, Pierre Léna, qu'on ne connaîtrait pas aussi bien la Terre si on n'avait pas les connaissances que nous avons aujourd'hui sur l'espace ? En quoi l'espace nous renseigne-t-il sur la Terre ? Eh bien, prenons le changement climatique et le travail du GIEC, avec ses rapports tous les 5 ou 6 ans, eh bien la moitié au moins, et ça ne fait que croître, des informations qu'utilise le GIEC pour décrire la température, la salinité de l'océan, les vents, les glaces, tous ces échanges climatiques, plus de la moitié des données viennent d'observations faites depuis l'espace. Et je ne parle pas de l'agriculture, de la connaissance des forêts, de la pêche, etc. Alors le premier des enseignements, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai perçu, Christian Grattalou, en parcourant cet atlas, en lisant même cet atlas, car il y a des textes qui informent véritablement, c'est sans doute qu'on ne voit pas le ciel de la même façon selon les époques, selon l'espace, selon la culture où l'on se trouve. C'est d'abord ça que vous avez voulu exposer, le ciel, c'est d'abord un lointain extrêmement subjectif ? Oui et non, parce que c'est à la fois subjectif et objectif, parce que toutes les sociétés, prenons les sociétés anciennes par lesquelles on commence, voyaient le même ciel. Ce qui variait, c'était l'angle de vue, à partir du point de la Terre où ils étaient. Ça change tout l'angle de vue quand on regarde le ciel. Oui, mais en se déplaçant, on peut avoir une vision du ciel qui est très large, et plus on est près de l'équateur, plus on en a une vision large d'ailleurs. Donc c'est des choses qui étaient communes, ils voyaient les mêmes planètes, ils voyaient les mêmes rythmes solaires. Évidemment, la latitude joue un rôle sur la durée du jour et de la nuit, mais c'était les mêmes rythmes. Et en même temps, ils les interprétaient de manière tout à fait différente. Donc c'est à la fois le fait qu'il y ait ce que vous avez qualifié d'entrée de bien commun, qui était d'abord un bien commun intellectuel, qui était cette vue du ciel, et puis d'avoir également les interprétations qu'on pouvait faire, parce que pratiquement toutes les sociétés l'ont intégré au cœur de leur propre vision cosmogonite, de leur mythologie, si vous voulez. Il y a la mythologie, il y a la cosmogonie, il y a aussi un usage extrêmement pratique, et ce depuis des moments extrêmement lointains du ciel. On se sert du ciel
pour se diriger sur Terre, notamment, et je pense aux Polynésiens. Il y a deux très belles pages d'ailleurs sur leur capacité à se servir du ciel pour naviguer. Racontez-nous. Oui, toutes les sociétés se servent du ciel du fait de ses régularités. Donc pour faire des calendriers en particulier, et puis pour se repérer parce qu'il y a des éléments qui sont fixes ou qui reviennent régulièrement aux mêmes positions, comme la planète Vénus dont on parlait tout à l'heure. Donc effectivement, ça permet de se repérer en pleine mer. Alors on connaît la manière empirique, hein, bien sûr, mais à partir d'un savoir de plus en plus poussé sur le ciel que les navigateurs européens ont utilisé au XVIe, XVIIIe siècle. Mais les Polynésiens, faut pas oublier qu'ils ont peuplé, j'aime mieux que coloniser, tout le Pacifique, toutes les îles du Pacifique, probablement été jusqu'en Amérique. Ils ont été aussi à Madagascar. Et cela, ils l'ont fait en se fiant à leur lecture du ciel, en prenant des mesures avec leurs simples mains, comme ont fait d'autres sociétés, pour mesurer des distances angulaires. Et puis, surtout, en naviguant nord-sud, est-ouest, pour des sortes de marches d'escalier horizontales, qui leur permettaient de se déplacer. Ça leur a permis une navigation très, très précise. Les grands maîtres de navigation, ils savaient très bien dans quelle direction aller pour aller à Rapa Nui, l'île de Pâques, ou pour aller en Nouvelle-Zélande s'ils étaient à Tahiti. Je voudrais qu'on s'intéresse avec vous, Pierre Léna, à deux ruptures dans l'histoire des connaissances du ciel. La première, en tout cas celle que vous pointez, c'est le XVIe siècle. Qu'est-ce qui s'est passé de particulier au XVIe siècle dans la compréhension que les humains ont eue de ce qu'il y avait au-dessus d'eux ? C'est un moment absolument fondamental. Il faut plutôt dire le début du XVIIe siècle, puisqu'en 1610, Galilée dispose d'une lunette conçue aux Pays-Bas et voit le ciel avec un œil nouveau. Jusqu'à cet hiver de 1610 et l'été de 1611, à Padoue puis à Florence, tous les humains avaient regardé le ciel avec le même instrument, si je peux qualifier ainsi notre œil. Et tous les yeux des humains ont une ouverture la nuit de 7 mm au plus. Quelquefois, les enfants voient un peu mieux les détails que les presbytes de mon âge, mais tous les humains avaient la même expérience sensorielle, donc intellectuelle, donc les mêmes données sur lesquelles élaborer leur connaissance, leur philosophie, leur spiritualité face à ce ciel, et leur science, et leur géométrie. Et puis, tout d'un coup, au lieu d'être limité aux étoiles de 6e magnitude, comme on les appelle, les moins brillantes que l'œil peut détecter, eh bien tout d'un coup, la lunette permet de voir des objets plus faibles et au fur et à mesure des 3 siècles qui vont suivre, de voir des myriades d'étoiles, de voir les détails de la surface de la Lune, les satellites galiléens, les satellites médicéens de Jupiter que Galilée va découvrir. Donc, le ciel s'emplit, c'est le terme que nous utilisons dans l'Atlas, d'une manière que personne n'imaginait avant. Personne. Et il faudra attendre la fin du 19e siècle, et même le début du 20e, pour qu'on accepte l'idée qu'il y a d'autres galaxies. Jusqu'à 1920, le ciel, l'univers, le cosmos, c'est notre galaxie, point final. J'allais venir justement à ce début du XXe siècle, puisque c'est l'autre rupture majeure dont vous nous avez parlé en préparant cette émission. C'est évidemment la théorie de la relativité d'Albert Einstein. Qu'est-ce que cette théorie-là vient changer dans notre connaissance et dans notre rapport au ciel ? Il faut toujours interpréter les observations du ciel. Vous voyez, après Galilée, les mouvements des planètes, mais c'était vrai du temps de Ptolémée aussi, avaient besoin de la géométrie pour être décrites. Se déplacent-elles sur des cercles ? À quelle vitesse ? Ou bien sur des ellipses, comme finalement Kepler l'a montré au début du XVIIe siècle. Donc l'interprétation utilise des concepts élaborés sur Terre. Ce seront très longtemps des concepts mathématiques, comme ce sera le cas avec Newton et les mouvements célestes, qui vont être décrits avec beaucoup plus de précision par la gravitation universelle au cours du XVIIe, à la fin du XVIIe siècle. Et puis, on s'intéresse à partir du XIXe siècle, non plus seulement aux mouvements célestes, mais à la composition de ces objets, qui était un mystère absolu. De quoi sont faites les étoiles ?
Et ça va être un processus assez laborieux. Vous voyez, par exemple, nous savons aujourd'hui que tout ce que nous voyons dans le ciel était les étoiles, le soleil que nous regardons. C'est pas vrai pour la Lune parce que c'est un objet solide qui a perdu son hydrogène. Mais tout ce que nous voyons dans le ciel, c'est de l'hydrogène. Ça a beaucoup surpris dans les années 1920-1930. Personne ne comprenait pourquoi l'univers était fait quasi exclusivement d'hydrogène, avec un peu de poudre de perlimpinpin, de carbone, d'oxygène, de soufre, de fer, etc. Eh bien, c'est le moment où la physique entre en scène, fin du 19e, c'est-à-dire la compréhension non seulement des mouvements, mais de la nature physique des objets. Et les lois de la physique deviennent essentielles pour interpréter la couleur des étoiles, par exemple. Les étoiles rouges sont plus froides, les étoiles bleues sont plus chaudes. Ça ne saute pas aux yeux. Et donc, le grand virage du début du XXe siècle de la physique, élaborée sur Terre, dans les laboratoires, va immédiatement s'appliquer, qu'il s'agisse de la relativité d'Einstein ou qu'il s'agisse de la mécanique quantique de De Broglie, puis ensuite de Schrödinger, de Dirac. Ces deux avancées formidables de la physique sur lesquelles nous vivons toujours aujourd'hui, parce qu'il n'y en a pas eu de fondamental à ce point depuis un peu plus d'un siècle. Christian Grattalou, quand on fait l'histoire justement dans le temps très très long de ces connaissances, vous pointez presque dans cet atlas, dans cet ouvrage, j'allais dire une anomalie. Il y a un cas particulier dans la diffusion de ces connaissances, c'est le cas chinois qui reste indépendant, presque autonome, presque isolé. La Chine a suscité d'importantes découvertes en matière de compréhension de la voûte céleste et pourtant les échanges avec une grande partie du reste du monde ne se sont pas faits. Comment comprendre cela ? Oui, c'est paradoxal. C'est paradoxal parce que la Chine est partie prenante depuis plusieurs millénaires au moins d'un axe de circulation qui court dans l'ancien monde de la Méditerranée jusqu'au Japon. Donc, on connaît les routes de la soie, qui est l'appellation des parties chinoises de ces réseaux terrestres, mais il y a aussi des réseaux maritimes. Tout a circulé, les connaissances, les informations, les innovations, le blé du Proche-Orient est arrivé en Chine, les religions ont aussi circulé, mais dans le domaine scientifique, autant la circulation est une mise en commun de la Méditerranée jusqu'à l'Inde, que la science grecque doit beaucoup aux Égyptiens et surtout aux Mésopotamiens. Sans les bases de données mésopotamiennes, ils n'auraient pas pu construire leur savoir astronomique. Puis les Arabes ont ensuite repris, finalement les Européens. Donc on est dans une circulation, mais pas la Chine, qui elle-même a sa propre astronomie, qui est elle-même très savante. Et cette astronomie, elle est nationale, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'elle se construit dans la logique de la justification de l'État impérial, puisqu'il est dirigé par le Fils du ciel. Donc il faut que toute l'organisation céleste confirme constamment le mandat du ciel qui est accordé à l'empereur. Et lorsque des choses imprévues arrivent dans le ciel, une comète par exemple, eh bien c'est complexe, c'est une contestation très probablement de la validité de la dynastie et on peut prévoir des troubles. Vous avez parlé des avancées scientifiques qui ont été suscitées par le monde arabe, le monde islamique, comme vous l'appelez dans l'Atlas. Alors qu'est-ce qu'on doit justement aujourd'hui à ce monde-là, par exemple ? Alors oui, monde islamique, parce qu'il ne faut pas oublier les Persans. Bien sûr, bien sûr. Et puis l'Inde du Nord, en partie islamisée. On doit surtout d'avoir été le principal relais entre les savoirs antiques que les Grecs avaient formalisés et qui reposent sur des connaissances bien plus anciennes, et d'autre part les Européens du 15e, 16e siècle, le tournant galiléen qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc c'est absolument essentiel. Ils ont transmis, repris, pas simplement transmis ou traduit, ils ont aussi innové, utilisé les mathématiques transformées entre autres par les Indiens. Donc on a là un maillon tout à fait essentiel et ça se voit encore aujourd'hui. On a fait une carte où on montre les noms d'origine arabe qui sont dans le ciel, de planètes, pas de planètes, d'astres divers, qui justement sont la transmission de ces connaissances qu'avaient repérées des astronomes arabes.
ou musulmans d'ailleurs. Je voudrais qu'on se tourne vers l'avenir et je vais vous poser une question très facile parce que je l'ai trouvée formulée par vous-même, Pierre Léna, dans l'Atlas. Alors je vous cite: que découvrirons-nous sur les origines lorsque sera réalisée la synthèse entre gravitation et physique quantique, aussi attendue aujourd'hui que le fut au XIXe siècle, celle qui aboutit entre magnétisme et électricité à la compréhension de la lumière? Que vous répondre, c'est qu'on attend cette synthèse entre c'est vous qui posez la question. disciplines. Donc c'est une question posée à la physique. Elle est très importante pour notre compréhension de l'univers, puisque nous avons la gravitation de Newton, puis revue par la relativité d'Einstein, qui décrit l'univers à grande échelle, le mouvement de la Terre autour du Soleil, des étoiles dans la galaxie, et même des galaxies entre elles, depuis 13 milliards d'années. Et puis nous avons la mécanique quantique, qui est un autre volet de la physique moderne, comme je le disais tout à l'heure, qui nous décrit le monde des petits objets, des atomes, des noyaux atomiques, l'énergie nucléaire, les interactions entre ces atomes et la lumière, et qui nous permet donc de décoder cette lumière qui nous vient des étoiles et qui nous apporte des messages sur leur température, leur composition, etc. Il se trouve que quand on essaye d'extrapoler vers le passé très lointain, qu'on appelle en langue commune le Big Bang, c'est-à-dire un état passé de l'univers, empli d'interrogations pour nous, mais dont les caractéristiques qu'on peut asseoir aujourd'hui sur notre compréhension de l'évolution de l'univers à partir de cette date, on s'aperçoit que les conditions physiques qui régnaient à cette époque imposent d'avoir deux outils pour les comprendre qui se marient, la gravitation des grandes échelles et la physique quantique des petites échelles. Or, nous ne savons pas marier ces deux outils. Donc la question reste posée. Peut-être le jour où un physicien attendu arrivera à réaliser ce mariage, alors on pourra aller plus profond dans le passé qu'on ne sait le faire aujourd'hui. Deux pages que j'ai adorées de cet atlas. Alors je ne sais lequel d'entre vous interroger, mais je parle des empreintes cosmiques. Vous expliquez que les terriens ont une influence sur le cosmos. Leurs signaux électromagnétiques se propagent à la vitesse de la lumière. Des messages et des sondes quittent le système solaire. La dispersion de la vie d'autres astres est possible. L'exploitation minière des corps célestes est en débat. Christian de Grattalou, nous-mêmes, vous, moi, tous ici, partout, on a une influence sur le cosmos ? Oui, sur l'aspect technique, j'aime mieux que ce soit Pierre Alors, qui Pierre réponde. Léna, expliquez-nous. Non, j'aime pas le mot influence, pardonnez-moi, parce que on n'en est pas là, si je puis dire. On n'en est pas à la colonisation de l'Amérique par Colomb et les Espagnols. On en est au fait que nous signalons notre présence quelque part dans le cosmos, c'est-à-dire sur Terre, dans le système solaire, par des choses ou des messages que nous disséminons très loin de nous, puisque à 300 000 km par seconde, l'éclair d'Hiroshima, parti il y a donc 60 ans, exactement l'année prochaine, chemine... 80 ans. 80 ans, pardon, chemine dans l'espace. Et il chemine et il resterait détectable par un télescope de grande taille avec des détecteurs très sensibles. Voyez. De même, les premières émissions, et nous sommes à la maison de la radio, alors c'est bien de le rappeler, de TSF vers 1910, eh bien elle chemine aussi parce que la Terre est devenue tout d'un coup brillante aux longueurs d'onde qu'elle émettait en radio. Alors, donc nous signalons dans l'espace par des messages, d'ailleurs il y a maintenant des messages volontaires envoyés dans l'espace, par des objets, puisque les sondes que nous lançons vers Jupiter cheminent et ils sortent actuellement du système solaire, alors ils vont moins vite que les ondes lumineuses évidemment, et puis nous signalons par la vie, puisque nous risquons de polluer avec des bactéries le système solaire. Voilà, le mot influence peut-être un peu tempéré. Il était un peu abusif, pardonnez-moi. Christian Grattalou, en quelques mots, comment... faire comprendre que le ciel doit être défendu comme bien commun?
Alors, il mérite d'être valorisé comme bien commun intellectuel. Ça, effectivement, je crois qu'on ne s'intéresse pas toujours assez à cette chose qui nous est commune. Et j'étais très heureux que dans l'Atlas, on ait quelque chose qui transcende toutes les questions géopolitiques qui étaient dominantes dans tous les Atlas précédents. Et d'insister sur notre commune humanité à travers une commune aventure. Comprendre que c'est un bien commun aussi, dans la mesure où aujourd'hui, on est dans un monde hyper concurrentiel pour aller poser des sondes, voire des bases sur la Lune, puis sur Mars et éventuellement sur des lunes de Jupiter. Donc, il serait intéressant, utile, nécessaire même, d'avoir un peu d'éthique cosmique pour essayer de réfléchir à ce que l'on fait et de ne pas jouer aux apprentis sorciers. Et Pierre Léna abonde très très largement, je le vois. Merci à tous les deux d'être venus dans Question du soir. C'était un vrai plaisir et de vous accueillir et surtout de vous écouter. Christian Grattalou, vous êtes géographe, ancien professeur à l'université Paris 7. Pierre Léna, vous êtes astrophysicien, membre de l'Académie des sciences, ancien enseignant également de cette même université. Je rappelle le titre de cet ouvrage, Atlas historique du ciel, signé Pierre Léna et Christian Grattalou. Merci à vous deux. Merci. Merci, Quentin.